Parole d'expert, c'est ici et nulle part ailleurs, www.villagesemence.fr. Au cœur de Paris, on a cette chance incroyable pour cette version inédite de Village Semence, 100% digital et hors les murs avec Semae, la mission Écoterre bien évidemment, et nos amis les émotionneurs, ils sont là partout, ils font, je le répète, chaque année, je crois que c'est la 4e année, ils font un travail admirables, ils sont sympathiques, ils ont du talent, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont tout pour eux. Et nous, on va continuer cette journée qu'on vous propose jusqu'au 13 avec toutes les semences au service d'une alimentation saine et sûre. Village Semence est plus que jamais, vous le savez, un laboratoire d'idées. Je ne cesse de le répéter, et de partage et d'innovation au cœur même de nos territoires, notamment durant cette crise sanitaire. Alors, à nos côtés, quel grand plaisir, et à mes côtés en tout cas, elle est là, Mona Trecchia, qui est conseillère territoriale, pleine commune Grand Paris, élue à Épinay-sur-Seine. Mona, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir. Vous faites partie de la famille maintenant, hein Mona ? Oui, bonjour à tous et à tous. Oui, c'est un plaisir partagé. Merci de votre invitation et on est toujours au rendez-vous de l'innovation et de l'agriculture avec vous. On en parlera, quel dynamisme. Laurent Bulgère, vous le connaissez, il était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là à nos côtés jusqu'à vendredi, qui est directeur de l'agence BRT. Laurent continuera à nous éclairer, notamment en ce qui concerne les circuits courts du local au digital, et puis il intervient comme ça au gré de ses aspirations. Laurent, merci d'être également à nos côtés. Et puis, la technique faisant que on fait des bons chaque jour. Alors le matin, on a notre ami Ivar Couder qui est de région en région. Aujourd'hui, je crois que c'était le Val-de-Loire. Eh bien, nous, on est avec des duplex et avec notamment, on le retrouve, Frédéric Laforgue, vice-président de Montpellier Méditerranée, qui est aussi maire de Castelnau-le-Lez, un territoire que nous aimons par-dessus tout. Frédéric, bonjour, merci encore d'être présent à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Alain, bonjour à toutes et tous, et puis c'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous aussi. Avec le soleil. Merci en duplex. Et puis alors on fait un bond. Castelnau-le-Lez, il faut que je vous le dise, c'est en Occitanie. C'est ça, Village Semence, la France des territoires, c'est ça. Et puis là, on monte vers Gravelines. Vous savez, c'est tout en haut, dans le nord. Un territoire aussi, alors on va dire, il aime tous les territoires. Oui, j'aime tous les territoires parce qu'on a un pays qui est un pays superbe, magnifique, avec des territoires extraordinaires, avec des élus qui font un travail extraordinaire et avec un monde agricole et des agricultrices et agriculteurs qui font aussi un travail considérable. Donc c'est vrai que je les aime de manière sincère. Et Karine van der Straten-Venza, qui est à nos côtés, donc à Gravelines, qui est directrice d'école d'application et élue à Gravelines. Karine, c'est une première pour vous, Karine, hein, je crois. Oui, c'est ça vrai. Voilà. Oui, vous tout allez à voir, fait, Alain, c'est une première. ça va très bien se passer. Eh bien, on va rester avec Karine. Une première pour vous, j'ose dire, ça s'arrose avec modération. Ça s'arrosera. Karine, lorsque l'on évoque cette crise sanitaire et notamment l'alimentation, comment ça se passe à Gravelines, notamment dans votre école ? Alors, dans mon école, c'est un petit peu particulier parce que normalement, en septembre 2020, il avait été évoqué de mettre en place un self à l'école. C'était un gros projet porté par la municipalité qu'on a mis en place en septembre. Mais malheureusement, en raison de la crise sanitaire et notamment du protocole sanitaire qui nous a été demandé de mettre en place, nous avons dû stopper le projet du self, pour repasser à un service à l'assiette et donc un protocole assez lourd
au niveau de la restauration scolaire, avec en termes de distance, pour éviter les brassages, une obligation de séparer les enfants d'au moins d'1 mètre et de les placer en quinconce et dos à dos pour éviter tout risque de contamination, parce que lors de la prise du repas, bien évidemment, ils enlèvent leur masque. Karine, mais en termes d'alimentation, il n'y a pas de grand bouleversement, il n'y a pas de grand changement. Est-ce que le conditionnement est le même? Est-ce qu'il y a plus de circuits courts? Comment ça se passe? Non, au niveau de l'alimentation, les repas, la prise de repas, rien n'a changé. À ce niveau-là, rien n'a changé. Pour nous, c'est toujours. Le conditionnement est le même? Le conditionnement est le même Le conditionnement est le même. D'accord. Frédéric à Castelnau. Frédéric, il est là? Oui, il est toujours là, Frédéric? Oui, je suis là. Voilà. Frédéric, comment ça se passe, vous, dans les écoles, au niveau, par exemple, de l'alimentation, du conditionnement, etc. Pendant cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu des bouleversements, des changements? Je vais refaire un petit historique. Il y a pile poil 1 an, je me retrouvais, moi, à fermer déjà les écoles, puisqu'on avait des clusters dans les communes avoisinantes. Donc avant le confinement, on était préconfinés. Donc on a passé la période jusqu'au 11 mai avec la fermeture des écoles. Bon, quand on a repris, moi j'ai près de 2000 enfants dans les écoles, hein, donc et avec à peu près 80%, plus de 80% des enfants qui restent le midi pour la restauration scolaire. Donc on s'est retrouvé au mois de mai avec tous les protocoles sanitaires, et là on n'a pas pu remettre en place de suite la restauration scolaire. Donc c'était les parents qui préparaient des repas froids, hein, puisqu'on avait toutes les contraintes. Et puis après au mois de juin, on a pu remettre tout doucement en place jusqu'à la fin de la scolarité du mois de juin. Bon, à la rentrée, on s'est organisé de manière différente. Toujours pareil avec les groupes, hein, puisqu'il n'y a pas de mélange de classes. Donc on n'a pas eu après de grands changements. Alors nous, on s'était rajouté une difficulté, puisqu'on avait le contrat de la restauration qui était renouvelable. Donc il a été renouvelé au mois de novembre, et là on a rajouté 2 jours bio. Et bon, par rapport à la loi Egalim, hein, on était déjà au-delà, et là on a vraiment mis le paquet sur les repas. Donc 2 jours bio dans la semaine, et la non-utilisation des plastiques. Alors là ça a été un peu compliqué, parce que même il y a encore les opercules qui sont en plastique, hein. Donc les fabricants ont quelques difficultés à pouvoir répondre aux exigences. Voilà où on s'est retrouvé, donc avec quand même une petite difficulté de changement de contrat, et il a fallu s'adapter, hein. C'est le propre de cette crise sanitaire. Les maires ont dû s'adapter, et avec leurs équipes municipales, au fur et à mesure des décrets, des confinements, des confinements. Voilà, on a su s'adapter, et bien sûr s'adapter au mieux pour les gamins. Bien évidemment, nos élus qui sont parfois décriés, je ne veux pas faire de politique, mais je le dis très souvent parce que je les rencontre à longueur d'année. Ils font un travail également admirable, et durant cette période, 1 an maintenant, hein, on le voit, que de bouleversements, que de prise de responsabilité, que d'abnégation aussi. À côté de moi, prise de responsabilité, abnégation. Mona, je le disais, vous êtes également élue à Épinay-sur-Seine. On l'évoquait, vous et moi, en préparant cette émission, en disant cette interrogation. On l'évoquait également avec Frédéric. Comment mieux alimenter nos concitoyennes et nos concitoyens durant cette crise? Alors, on l'a évoqué également hier avec Patrick Molinoz, le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le numérique peut-il être l'un des moyens du mieux alimenter nos concitoyennes et concitoyens?
Alors, je dirais oui, et je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Frédéric, parce qu'effectivement, je crois que cette crise du Covid-19 nous a appris beaucoup de choses et nous a appris la force des élus locaux. Je pense à mon maire particulièrement, Hervé Chevreau, je pense à Mathieu Hanotin, qui est le président de Plaine Commune, je pense aux 9 maires qui fondent et qui font vivre notre beau territoire de Plaine Commune. Et oui, effectivement, on a appris que les élus locaux étaient au centre de tout et au centre des décisions et il est important de les saluer dans leur quotidien. Le numérique, oui, peut apporter beaucoup pour mieux consommer. Je dis souvent, on peut changer le monde, en tout cas, ça peut passer aussi par nos assiettes. Et on s'est aperçu que durant cette crise Covid-19, il y a eu une augmentation de l'acceptabilité du numérique par les populations et par nos habitants qui se sont emparés de l'outil numérique pour créer du lien, et je dirais du lien d'humain vers l'humain, ce qui démontre encore une fois que le numérique crée du lien social, et changer le monde, en tout cas préparer le monde de demain, passe par nos assiettes, c'est mieux consommer, c'est mieux manger. Et effectivement, on a bien vu Rungis qui a créé sa plateforme, on a vu qu'il y a tout un tas, le e-commerce, je dirais, s'est emparé aussi de ces fameux paniers bio. Au-delà des écoles, ce qui a été cité par Frédéric, effectivement, il y a une volonté politique et la force du politique, l'impulsion du politique est essentielle. Mais le numérique a permis de créer ce lien social, ce lien d'humain à humain, ce développement d'activités économiques dans le champ de l'économie sociale et solidaire aussi, et de rapprocher en fait le producteur. Le mythe du producteur en campagne qui vendait ses produits au bout du monde, ben là non, on est côte à côte, on est dans les circuits courts, et c'est comment on peut accompagner. Et je crois qu'en termes de prospective et de développement économique et social, et de responsabilité aussi, de responsabilité sociale, on s'aperçoit qu'il y a encore un champ à explorer pour les acteurs du numérique, c'est comment on peut faire évoluer, faire progresser, améliorer les circuits courts en utilisant les outils numériques. Rungis s'est emparé du sujet pendant la crise du Covid en créant sa plateforme et en rapprochant le producteur du consommateur, et je crois qu'il faut continuer à évoluer dans ce champ-là, et je pense qu'il y a un véritable enjeu majeur, en tout cas pour nous, et puis pour mieux consommer. L'année dernière, je disais une phrase, les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Sur ce plateau, nous étions à la porte de Versailles. Tout à fait. Exactement. Et avec une grande pensée pour nos agricultrices et agriculteurs. Et on ne savait pas ce qu'allait nous arriver. Et on l'a appris en live d'ailleurs l'année dernière que le salon allait clore ses portes. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est de se dire que aujourd'hui on s'aperçoit que la génération actuelle elle est je dirais digital natif. Ils se sont emparés des outils digitaux, ils les utilisent, ils ont appris à consommer différemment. Pour eux, c'est devenu la nouvelle norme. Et donc, du coup, les circuits courts doivent aussi s'emparer, je dirais, du numérique pour mieux entrer, je dirais, dans les foyers, mieux consommer, et changer le monde passe par nos assiettes. Alors là, avant de céder la parole à Laurent, justement sur le nouveau modèle grâce au circuit court et au digital, j'ai 3 élus là, donc j'ai Gravelines, Castelnau, région parisienne. Est-ce que vous pensez, vous, que finalement, grâce ou à cause de la Covid, nos concitoyennes et concitoyens vont apprendre, entre guillemets, à mieux manger? Alors, j'ai rien contre la grande distribution. J'ai un point de vue comme tout le monde, mais pour moi, c'est local. Est-ce que vous pensez, tous les 3 qui êtes en phase directe, quotidienne avec vos administrés, est-ce que vous pensez qu'ils vont mieux apprendre sur du long terme, sur du long terme? Il ne faudra pas oublier, dès que la Covid sera derrière nous, cette alimentation, ces circuits courts et consommer local. Est-ce que vous pensez que nos concitoyennes vont apprendre à mieux manger, mieux se nourrir? Mona, et ensuite on va aller du côté de Gravelines et du côté de Castelnau.
Alors, si on fait un oui, à la question, je réponds oui. Alors, ça prendra le temps qu'il faut. On va apprendre ensemble. Je crois que la Covid, elle nous a, elle a été un véritable, éveil des consciences, en tout cas dans la manière de consommer. On s'est aperçu aujourd'hui, on a les problématiques, notamment de commerce de proximité. Effectivement, on s'aperçoit que on doit favoriser le commerce de proximité. On doit favoriser les circuits courts dans l'agriculture et apprendre à mieux consommer passe par là. Donc, il y aura du changement parce que effectivement le e-commerce, on le connaît tous sur d'autres secteurs marchands, et il y a un pas à faire pour, je dirais, aller acheter ces fruits et légumes. Certains s'y sont risqués dans le e-commerce, et on commence à apprendre à avoir des retours d'expérience sur les difficultés, les avantages, les opportunités et les faiblesses que ça peut avoir, parce qu'on n'achète pas, je dirais, des fruits frais comme on achète un pantalon, un jean ou un produit de grande consommation. On n'a pas les mêmes exigences, et mieux consommer, c'est aussi manger bio, c'est promouvoir l'agriculture urbaine, et c'est surtout favoriser les agriculteurs. L'Île-de-France est riche de ces agriculteurs, donc autant en profiter. Donc oui, ça prendra du temps, mais ensemble, on peut y arriver. Vous voyez comme elle est attachée à son territoire. L'Île-de-France, qu'on oublie, c'est un territoire très agricole, l'Île-de-France. Oui, c'est pas que les Champs-Élysées et Paris. Exactement. Alors, il y a l'Île-de-France, à l'échelle de Plaine Commune, il y a une véritable histoire avec les maraîchers, les primeurs. Absolument. Et on a en 2019, on avait plus de 280 projets d'agriculture urbaine. On a une envie, en tout cas des habitants, d'avoir leur bout de jardin, ce qu'on appelle historiquement à l'époque, c'était les jardins ouvriers. Maintenant, c'est devenu des jardins familiaux, des jardins partagés. Et on voit bien qu'il y a cette envie du retour à la terre, de l'humain vers l'humain, de sentir la terre, de produire ses propres fruits et légumes, et quel plaisir de manger le potiron du jardin ou la tomate du jardin. Merci Mona. Karine est toujours là ? Oui, toujours. Karine, est-ce que vous pensez-vous que la question que je posais, que la Covid va nous permettre, mais sur du très long terme, sur plusieurs générations, je l'espère, de mieux s'alimenter, d'avoir une autre vision de notre alimentation ? Alors c'est ce que j'espère en toute honnêteté, mais là le bilan qu'on peut dresser nous sur le terrain au niveau des écoles à court terme, donc on constate quand même une prise de poids générale des élèves, et aussi quand même une baisse de la condition physique. Oui. Alors certainement dû au fait que la plupart des activités sportives du mercredi, du week-end ont dû être stoppées, et que du coup les enfants font peut-être beaucoup plus d'écran qu'avant ils avaient leurs activités, etc., etc. Ouais. Nous, au niveau de l'école, on a dû aussi mettre en stand-by, par exemple, le projet des récrés fruités. À chaque récréation, on proposait aux élèves des fruits. Alors et on s'apercevait que des fruits comme une papaye, des fruits de la passion, beaucoup d'élèves ne savaient pas les nommer, ne les connaissaient pas, donc ça faisait un éveil à des nouveaux fruits, mais tout ça pour l'instant c'est mis en stand-by à cause de l'actuel protocole sanitaire. Donc oui, j'espère, c'est un grand souhait qu'effectivement, en tout cas, on travaille beaucoup l'alimentation dans les programmes de l'école, ça fait partie des programmes, et le manger équilibré, mais voilà. L'éducation. Un petit tour du côté de Castelnau. Frédéric, monsieur le maire, il est là, toujours, non ? Oui. Il n'est pas là ? Oui, il est là. Toujours là. Frédéric est là. Frédéric, ma question, rapidement, après on cédera la parole à Laurent. Vous pensez, vous, alors là je m'adresse au maire, mais aussi aux citoyens, est-ce que vous pensez que cette période Covid et cette crise sanitaire qui fait encore, reconnaissons-le, des ravages, va permettre à nos concitoyennes et concitoyens de prendre conscience qu'il faut vraiment, ce que disait Mona, mieux s'alimenter ? Je pense que c'est notre devoir d'élu d'éviter que le naturel revienne au galop. Voilà, parce que d'une manière naturelle, une fois que la crise sera passée, il faut je pense que c'est notre travail. Vous parliez tout à l'heure de jardins partagés. Sur Castelnau, on a bloqué un terrain de 6200 mètres carrés justement pour pouvoir mettre en place les jardins partagés. Donc,
Je pense que c'est notre responsabilité d'élus de préparer l'après-Covid, de reprendre ces réflexes. Pareil sur le numérique, hein, on parle de lien entre le numérique et alors pour nous, puisque Castelnau, on est vraiment collé à Montpellier, sur l'agriculture urbaine. Là aussi, il faut qu'on défende nos territoires et jouer pleinement le numérique avec un lien direct, et que les réflexes là aussi soient sur le numérique et sur les circuits courts. Donc ouais. Il faut, mais je pense que c'est c'est notre devoir à remettre les choses en place. Alors, oui. je voulais dire à la dame de Gravelines, pour le sport, il n'y a pas que les gamins qui ont pris du poids aussi. Hein. Il faut. C'est vrai que même pour les adultes, le sport manque beaucoup et du coup, là aussi, je pense qu'on aura toute une politique éducative à remettre en place, et en particulier avec les gamins. Hein. Là aussi, je pense que les mauvais plis, il va falloir les reprendre les uns après les autres. Mais là, ça fait partie de nos prérogatives dans cette période post-Covid. Oui. Je rebondis avec Laurent. Nous accompagne toute la semaine, un vrai plaisir. On parlait de nouveaux modèles avec le digital. Alors, vous y croyez, vous, fermement? Alors, quand on parlait de circuit court, par exemple. Oui, alors Alain, c'est juste, déjà je vais rebondir, moi j'adhère à tout ce qui a été dit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans les échanges qui ont été menés jusqu'ici, la diversité des modèles. Lorsqu'on parle de circuit court, à savoir un seul intermédiaire maximum, ça peut être la restauration collective, les AMAP, les marchés de plein vent, la vente directe à la ferme. Donc il y a un grand nombre de modèles sous ce terme générique, qui est un terme générique qui peut paraître incomplet, mais qui, paradoxalement, dans son caractère générique, ouvre sur l'avenir. Parce que Alain, par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué la grande distribution. Il y a des expériences tout à fait intéressantes où la grande distribution va intégrer un pôle local au sein d'une grande surface. Parce qu'évidemment, vous comprenez bien que les attentes des consommateurs, à savoir fraîcheur, information, transparence, les marketeurs, et pour avoir une agence de com marketing RSE, je ne leur jette pas la pierre, ont une idée très précise des attentes des consommateurs. Et une grande surface, aujourd'hui, on ne peut plus l'opposer directement au circuit court. Il s'agit de trouver des modes hybrides où, effectivement, elle va travailler avec des acteurs locaux, elle va les mettre en avant sur des corners, et on va avoir beaucoup de capacités de synergie qui restent inventées, mais qui sont essentielles et qui vont être renforcées par effectivement le numérique. Dernier point, le numérique, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'un producteur, d'un maraîcher en circuit court, sa rémunération, elle est aujourd'hui faible. C'est très peu rémunérateur. Donc on peut estimer que le digital va permettre de rendre plus agile le business model de façon à générer un business plan plus lisible et de générer une rémunération à la juste mesure du travail fourni et de la qualité des produits. Voilà. Merci. Alors, je le dis depuis quelques jours, depuis lundi, je crois, face à moi, vous voyez, il est dans la ligne de mire là-bas, il travaille, il est studieux, il est derrière des plantes avec un décor merveilleux. Olivier Samson, vraiment, je vous le recommande. Voilà, regardez. Un petit coucou peut-être, Olivier, un petit coucou à la caméra. Oui, attendez, voilà, il est là, regardez. Voyez, vous découvrez enfin son visage. Vraiment, je vous le recommande, il est adorable, il est dans son coin, il fait le job et il le fait très, 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 très bien. Merci Olivier, vous allez nous manquer, à partir de demain, vous allez nous manquer, mais on saura le retrouver. On revient en plateau. Merci Laurent. Hier, Patrick Molinos, le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, nous disait consommer local est plus facile avec le numérique. Bon, bien évidemment. Mais il y a surtout cette crise. Vous parliez, Mona, de l'humain à l'humain, je l'ai bien retenu. C'est vraiment, ça a tout son sens, plus que jamais aujourd'hui. On va retourner à Castelnau. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça nous fait plaisir. Et ensuite, Frédéric, j'aimerais que vous nous parliez du soutien de la municipalité aux commerçants locaux.
parce que ça aussi c'est important, Laurent l'évoquait, là aussi il y a un vrai problème. Je pense, et je ne veux pas faire de politique du tout, l'État ne peut pas tout non plus. Alors, qu'est-ce que Castelnau a fait au niveau des commerces ? Des commerces. Dès la première période, on avait comme objectif au premier confinement de ne pas avoir de grille fermée sur Castelnau. Moi, on a ouvert une enveloppe de 2 millions d'euros pour aider les commerçants. Alors, j'étais complètement hors compétence, et là, il a fallu tricoter entre la préfecture et la région. Et là, j'avoue que la présidente de région, Carole Delga, m'a vraiment aidé sur ce montage. Il a fallu faire du cousu main, et puis la convention a été dupliquée après, parce que j'étais pas le seul maire à vouloir aider les commerçants de proximité. Donc avec une aide de 500 €, bien sûr avec une commission extra-municipale. Voilà, on avait vraiment bien cadré les choses, et avec une convention avec la région, puisque c'est la région qui a la compétence du développement économique. On a pu aider des entreprises locales sur la première phase de confinement, et puis aussi sur la seconde. Alors 500 €, vous avez l'impression que c'est pas. Alors c'était par mois, avec l'activité, le chiffre d'affaires, on reprenait les mêmes dispositifs que l'État. Donc entre l'aide de l'État, où on pouvait monter à 1 500 €, nous la métropole donnait un coup de main sur les loyers, plus la région. Voilà, on pouvait arriver à quasiment plus de 2 000 € par mois pour certaines entreprises. Bon, je vous avoue que ça maintenait un peu la tête hors de l'eau des chefs d'entreprise, et surtout d'éviter de fermer. Oui. Sur la deuxième phase, on a été on s'est orienté vers le numérique. Ce que vous avez parlé tout à l'heure, nous, on a fait le pari sur la commune depuis 3 ans du tout numérique, mais il faut éviter l'illectronisme. Et on s'est aussi, là, avec la chambre de commerce de l'Hérault, on a travaillé sur le numérique vis-à-vis des commerçants, mais pour les plateformes style click and collect, voilà, les aider à monter leur site internet. Donc là, on avait des étudiants d'Epitech qui sont venus assister les commerçants, monter, faire tout le travail qu'il y avait à faire, justement pour pouvoir les aider à être sur la nouvelle offre du numérique. Il faut savoir que c'est 20% de plus de chiffre d'affaires, quand même, donc c'est une part non négligeable. Alors quand vous avez bien sûr le magasin qui est fermé, bon, je reparle pas de toutes les périodes, un coup les grands commerçants, le truc, voilà. Donc c'était une part non négligeable de chiffre d'affaires, et là aussi on a apporté cette aide de la collectivité. Toujours pareil, c'est en s'entourant d'un coup de la région, un coup de la chambre de commerce, où on est arrivé à être agile. Je crois que les collectivités, les collègues qui sont élus, on a fait preuve d'agilité sur ces dossiers. Bravo, monsieur le maire. Laurent, vous vouliez rapidement, s'il vous plaît. Oui, Alain, j'avais juste une remarque à faire, peut-être un peu. Allez-y. On est un peu sombre, mais oui. Moi, j'ai été assez étonné de voir qu'il a fallu le Covid pour que on ait, par exemple, un certain type d'affichage mettant en avant les commerces locaux, alors que les mêmes, pendant les fêtes de fin d'année, discutaient sur la pertinence de mettre telle ou telle guirlande. Et là, on a le sentiment, comme vous l'avez très bien dit, qu'il y a un retour du territoire, et qu'à un moment donné, on est en train de prendre en compte le fait que ce qui fait sens, c'est la communauté, c'est l'ensemble des parties prenantes. Et je suis très heureux de voir des mairies investies de ce point de vue-là. Voilà. Merci Laurent. Mona, il nous reste 2 minutes. Oui, alors rapidement, en fait, moi je voulais quand même saluer tout ce qui est fait au niveau de la région Île-de-France, notamment par Valérie Pécresse, à la métropole du Grand Paris, aussi sur la transformation numérique des TPE et des PME, parce que c'est de ça dont on cause, clairement. Aujourd'hui, la Covid, ça a été un accélérateur d'innovation pour eux aussi dans leur transformation numérique. C'est devenu une nécessité qui n'était pas a priori et prime abord bien entendue et bien mise en conscience. Donc il y a quand même des aides qui ont été inédites faites au niveau de la
la région. Au niveau du territoire, moi je salue en tout cas tous les services de l'État, tout le service public que j'appelle souvent notre bien commun, tous les agents et les services, les directions de pleine commune, parce que sans cette mobilisation, et ça rejoint encore l'humain vers l'humain, dans un autre prisme, qui ont fait que ça a donné sens, et il y a eu une mobilisation inédite de l'ensemble des services, de l'ensemble des directions, du service public, pour accompagner et faire face à cette crise Covid inédite et historique. Après, il y aura sans nul doute d'autres questions sur la ville de demain qui viendront, et les centres-villes et les commerces de proximité, mais en tout cas, c'est intéressant et il faut le souligner. Mesdames, messieurs, nous arrivons, hélas, le temps court trop vite avec vous au terme de notre émission. Karine, merci. Frédéric Laforgue, merci également. Voilà. On aurait pu continuer, mais hélas, on arrive au terme, bien évidemment. Merci en tout cas à vous quatre. Demain à 9h, je vous retrouverai avec Planète A. Et puis à 14h avec la mission Écoterre, bien évidemment, programme riche et chargé autour de la qualité de l'alimentation, de la formation au métier de bouche et de l'environnement. Pour cela, j'accueillerai le maire de Sceaux en duplex, Philippe Laurent, le sociologue, auteur et chroniqueur gastronomique. Il sera ici sur place, Albert Namias, David-André Azoulay, directeur du groupe Georges V, et bien évidemment, il est là, en chair et en os, Laurent Bulger. Merci, et puis une pensée amicale. Je sais qu'elle est là, qu'elle nous écoute quelque part. Elle devait être présente sur notre plateau. Elle est adjointe au maire à Gravelines, Laurie Verstraat-Landy. Vous voyez, la Covid, alors tout va bien, hein, je rassure, tout va bien, mais voilà, la Covid est passée par là. Elle se faisait une joie d'être parmi nous. Ce sera la prochaine fois. Laurie, on vous le promet, hein, c'est promis, juré. Voilà. N'oubliez pas www.villagesemence.fr. Ça continue, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Prenez soin de vous, mangez sainement, dormez bien. Bye bye, à demain.